Loïc, notre rêve d'Antilles, atteint l'état de Rio Grande do Sul, à l'extrême sud du Brésil. Pour cette dernière escale avant l'Uruguay, nous accostons sur les rives d'une gigantesque lagune, le Lagoa dos Patos, la lagune des Canards. Plus de 10 000 km² pour cette bassine, plus grande que la Corse. Elle est accessible depuis l'Atlantique par un chenal d'une dizaine de milles. Elle abrite la petite ville de Pelotas où nous récupérerons enfin un visa en bonne et due forme. Après ces 3 derniers mois de navigation clandestine, nous sommes de nouveau en règle avec les autorités maritimes. Nous fêtons ça comme il se doit, soutenu par la batucada de l'école de samba du quartier. Sur la cinquantaine de bateaux européens qui passent chaque année par Rio Grande, rares sont ceux qui s'aventurent sur la lagune, pourtant navigable dans sa totalité. Dans la partie sud, il faut prendre soin de ne pas s'écarter du chenal creusé pour les cargos. La profondeur dépasse rarement les 5 mètres et les hauts fonds sont nombreux. Par endroits, le plan d'eau est hérissé de pieux plantés par les pêcheurs pour y tendre leurs filets. À 25 000 des vagues de l'océan Atlantique, les paisibles pontons de la marina de Pelotas accueillent les bateaux étrangers en hôtes de marque. Le chat du bord, qui n'a pas touché terre depuis plus de 3 mois, ne sait plus où donner de la tête. Guapo, le microtonneur de Roberto, vient de Porto Alegre à 120 000 au nord. Il est en chemin vers le Lagoa Mirim, petite sœur du Sud, déclarée patrimoine naturel de l'humanité par l'UNESCO. Le tirant d'eau de Loïc ne nous permet pas de passer le canal peu profond qui relie les 2 lagunes. Guapo est lui taillé pour la route. Roberto navigue ici depuis qu'il est enfant, il connaît les particularités du coin. C'est très courant d'avoir des coups de sud qui arrivent très vite. Et comme le temps il a un effet très important sur les vagues, sur la profondeur du lagon, parce que ce n'est pas assez profond, alors quand il y a beaucoup de vent, l'eau elle va se concentrer sur un bord ou sur l'autre du lagon. D'un autre côté, il y a de la terre un peu partout, donc on peut s'arrêter dans plusieurs coins. La densité démographique est très basse, alors on va voir des paysages vierges. C'est super beau cette région. Dans certains endroits, les gros bateaux avec une quille ne peuvent pas arriver, mais il y a pas mal d'endroits accessibles. Les voiliers qui croisent sur la lagune dépassent rarement les 12 mètres. Cela n'empêche pas la région d'être un haut lieu de la pratique de la voile. À une poignée de kilomètres de là, nous visitons une deuxième marina. Installée au cœur d'un parc immobilier fermé et surveillé, la marina Ilha Verde. Le domaine est traversé de canaux qui le relient à la lagune. Ici, chaque maison possède son ponton privé pour amarrer son voilier, un concept de résidence très développé dans la région. Paolo vient d'y acquérir un terrain qui rassemble une collection de petits voiliers, les bases d'un futur musée. Cet érudit, ancien professeur, journaliste pour la presse nautique, est un grand amoureux de la voile. S'il avoue ne pas naviguer souvent, il se bat pour faire vivre la culture nautique dans son pays. Me permitiria fazer uma frase aqui provocativa, para provocar, assim, ó. Si vous le permettez, je vais être un peu provocant. Il n'y a pas de culture nautique au Brésil, ou du moins, elle est difficile à trouver. Ce serait principalement au musée de remplir cette fonction. La pratique aussi, évidemment, mais c'est au musée d'endosser ce rôle. Selon Paolo, il y a 2 types d'embarcations intéressantes dans la région. Les voiliers et les barques de pêche. Il tient à nous faire rencontrer la communauté de pêcheurs de la lagune. C'est par la route que nous rejoignons Colonia Z3.